Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Ok, je m'appelle Kinda Eric Ismaël, professeur certifié de mon état, membre de la coordination nationale du ballet citoyen, le responsable des clubs. En fait, les clubs sont les structures de base du mouvement Le Ballet Citoyen. Alors, quel était le rôle de ce mouvement social, le ballet citoyen, dans l'insurrection d'octobre dernier? Bon, en tant qu'acteur de première ligne, je ne sais pas si je serai à l'aise pour parler du rôle du ballet citoyen à l'occasion de l'insurrection des 30-31 octobre. C'est peut-être mieux que d'autres personnes extérieures puissent apprécier ce que nous avons fait sur le terrain. Et voilà ce que je peux dire. Bon, disons que, comme tous les citoyens burkinabés épris de justice et de liberté, patriotes, défenseurs des valeurs démocratiques, nous nous sommes jetés dans la bataille et nous avions dit depuis qu'il fallait que le pouvoir en place écoute la voix de la raison et renonce définitivement à son projet de révision de l'article 37. Donc, en tant que citoyens burkinabés, nous nous sommes battus pour cela. Et aux côtés de l'opposition, à chaque fois que l'opposition lançait un appel à résister contre ce projet sinistre de révision de l'article 37, nous avons répondu favorablement. Et disons qu'il y a eu une série d'actions qui a abouti aux événements de 30-31 octobre. Et le ballet citoyen s'est toujours associé aux différents mouvements pour contrecarrer le projet de l'ancien président Blaise Compaoré et tout son régime. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, il s'est trouvé que au niveau du ballet citoyen, la détermination était telle que quelque part on a été beaucoup plus vus. Nous n'avons pas été les seuls mouvements à nous battre, à être sur le terrain. Il y avait plusieurs mouvements, mais c'est peut-être parce que les militants du ballet étaient plus déterminés, et si bien qu'aujourd'hui, un peu partout, on pense que c'est le ballet qui a mené l'insurrection. Mais l'insurrection a été menée par beaucoup de mouvements. Lesquels? Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Bon, il y a les mouvements comme le mouvement Ça Suffit, il y a le CAR, Collectif anti-référendum. Collectif anti-référendum et bien d'autres mouvements. Il y a tellement de mouvements que je ne me souviens pas exactement des différentes dénominations. Mais ce qui me vient en tête tout de suite, c'est le mouvement Ça Suffit, le collectif anti-référendum. Et puis aussi, je crois, le mouvement Brassard Noir. Voilà, il y a eu pas mal de mouvements qui ont participé aux événements de 30-31 octobre. Et c'est vrai que la création du mouvement social le ballet citoyen est assez récente finalement dans l'histoire des luttes du pays. Oui. Comment se fait-il qu'il a eu un tel engouement, que les jeunes ont eu un tel engouement pour ce ballet et qu'il ait réussi vraiment à fédérer une grande partie de la jeunesse burkinabé? Bien, disons que le ballet citoyen, l'histoire du ballet citoyen remonte en fait en 2011. En 2011, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, nous nous sommes dit, mais écoutez, dans les pays arabes, en Égypte, en Tunisie, mais aussi chez les Libyens, les jeunes ont été sur la première ligne de front et ils ont réussi à renverser des dictatures. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et ensuite, il ne faut pas oublier, il y a eu le changement au Sénégal avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Et nous savons quel rôle la jeunesse a joué pour ce changement, notamment nos frères et amis sénégalais du mouvement Y en a marre. Et nous nous sommes dit, bon, si nous mettons en place un mouvement similaire, et nous pouvons nous aussi contribuer au changement que beaucoup de Burkinabés attendent depuis longtemps. Et disons que le ballet citoyen, son équipe dirigeante, est composée aussi des gens qui ont une histoire dans la lutte. Ça, beaucoup ne le savent pas. Nous venons certes d'horizons divers, mais aussi avec des sommes d'expérience. Il y en a qui ont connu la vie militante avant d'arriver au ballet citoyen. Donc le militantisme pour beaucoup d'entre nous n'a pas commencé avec le ballet citoyen. Moi-même qui vous parle, je suis un syndicaliste de gauche au Burkina ici, des enseignants, notamment la FCNT, la Fédération du Syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la recherche.
Je suis même le secrétaire général du comité de mon lycée. Donc, nous avons été formés. Et personnellement, moi, j'ai été formé dans le moule syndical. Bon, avant le syndicat, il y a eu aussi le passé scolaire et étudiantin. Avant le syndicat des enseignants, il y a eu ce passé scolaire et étudiantin où déjà on avait appris à militer dans les structures scolaires, dans les structures syndicales des étudiants. Et les autres membres aussi de l'équipe dirigeante du Balai citoyen, je pense notamment à Maître Hervé Kam. Maître Hervé Kam a pendant longtemps dirigé une structure syndicale des magistrats. Donc c'est pour dire en fait que c'est des expériences qui ne datent pas d'aujourd'hui. Seulement à un certain moment donné, nous nous sommes rendus compte que les cadres traditionnels de lutte pour le changement, à savoir le cadre syndical et la politique, les partis politiques, nous avons senti à un moment donné que ça ne bougeait pas trop. Ça ne bougeait pas trop et nous avons par moments senti que on rechassait les mêmes slogans, les mêmes théories, les mêmes doctrines. Et finalement, ça ne bougeait pas, ça stagnait. Et nous nous sommes dit, bon, mettons en place un mouvement qui va faire l'effort de transcender les égos des personnes. Un mouvement qui va innover dans sa manière de faire, au lieu de rechercher chaque fois les mêmes slogans et les vieilles idéologies. Mettons un mouvement qui écoute les jeunes, qui connaît les préoccupations réelles de la jeunesse et de la population. Et une fois qu'on prend conscience des difficultés des uns et des autres, nous pouvons sur le terrain agir concrètement et travailler à ce que les choses changent. Voilà ce qui a expliqué un peu l'avènement du Balai citoyen. Vous parliez aussi de votre formation, notamment dans le moule syndical. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une formation politique, idéologique, on va dire, auprès de certains partis? Ou est-ce que vous mettez tous les partis, en gros, dans le même panier? C'est-à-dire, on sait qu'il y a des partis comme le PCRV ou Oui. les partis sankaristes Oui. qui défendent quand même et qui font la promotion des idéaux sankaristes et d'une certaine grille de lecture. Qu'est-ce que vous pensez de ces partis-là? Disons que nous ne mettons pas tous les partis politiques dans le même sac, dans le même moule. Il y a quand même les partis d'obédience sankaristes. Bon, je veux préciser qu'au niveau du Balai citoyen, Thomas Sankara est pour nous une référence majeure. Et d'ailleurs, au niveau du Balai citoyen, nous avons élevé Thomas Sankara au rang du premier Cibal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cibal, c'est un néologisme, c'est un concept que nous avons forgé. Cibal, ça veut dire citoyen balayeur. Voilà, la contraction de citoyen balayeur, ça donne Cibal. Et nous estimons que c'est Thomas Sankara qui a commencé véritablement dans ce pays à donner un coup de balai pour bouter les maux qui minent notre société hors de notre pays. Donc nous considérons que Thomas Sankara est le premier Cibal. Il nous a beaucoup enseigné et sa conduite, sa droiture morale nous inspire beaucoup. Sa philosophie du vivre ensemble nous inspire beaucoup. Et au niveau du Balai citoyen, c'est en fait l'idéal sankariste que nous défendons. Voilà. Comment peut-on expliquer que les idéaux de Thomas Sankara soient encore aussi présents plus de 27 ans après sa mort? Très belle question. Vous savez, par moments, personnellement, j'ai l'impression que Thomas Sankara était venu plus tôt que prévu. C'est pour dire que ce que Thomas Sankara combattait lorsqu'il arrivait au pouvoir, et bien avant même qu'il n'arrive au pouvoir, c'est toujours d'actualité. Thomas Sankara s'est toujours battu pour l'indépendance réelle du Burkina Faso et de tout le continent africain. Vous savez, c'était un grand panafricaniste. Et Thomas Sankara s'est toujours battu pour la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Et il s'est toujours battu pour des valeurs, les valeurs morales telles que l'intégrité, la droiture morale. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ces valeurs sont mises de côté que nos sociétés sont en crise. Et quand vous avez des gouvernants qui foulent la morale au pied, qui mettent la morale de côté, qui gouvernent sans référence à des valeurs,
sans s'appuyer sur des valeurs, nous ne pouvons que connaître des crises. Tous nos États, et particulièrement au Burkina Faso, tout citoyen burkinabé qui passe par la politique, qui accède à une fonction politique, ne pense qu'à se remplir les poches. L'Occident finance, on passe l'essentiel de notre temps à nous endetter, et dans le même temps, nous avons des dirigeants qui sont extrêmement riches, vachement riches, et la majorité de la population trime dans la misère. C'est ça, ce sont ces valeurs-là qu'on ne respecte pas. Ce sont ces valeurs que Thomas Sankara défendait. Et si aujourd'hui Thomas Sankara est plus que d'actualité, c'est parce qu'on a pris conscience qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas avoir le véritable changement si on ne s'appuie pas sur ces valeurs-là. Thomas Sankara lui-même, il était pauvre, là. Il était très pauvre. Thomas Sankara a été assassiné. Qu'est-ce qu'il a laissé comme fortune? Qu'est-ce qu'il a laissé comme bien matériel? C'est sa villa dans le quartier où nous sommes en train de réaliser cette interview. C'est sa maison en banco de 20 tôles qu'il a laissé dans son village natal à Yako, à Tema. Un compte bancaire qui ne dépassait même pas qui n'atteignait même pas 400 000 francs CFA. Si on convertit en euros ou en dollars, ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Thomas Sankara voulait qu'on donne l'exemple par la tête, par le sommet, par ceux qui gouvernent doivent donner le bon exemple dans leur conduite quotidienne et dans leur conduite des affaires. Et c'est pour cela d'ailleurs que très tôt il s'est fait des ennemis parce qu'on estimait qu'il demandait trop aux gens. Vous savez, on aime quelque part, il y en a, quand vous vous battez pour le développement, ils aiment la courte échelle, la réussite facile. Donc très tôt, aidé par l'impérialisme français, américain, etc., on a vu en Thomas Sankara un danger et il fallait vite se débarrasser de Thomas Sankara. C'est un peu ça. Mais Thomas Sankara n'est pas mort. Thomas Sankara est mort physiquement, mais intellectuellement, spirituellement, moralement, il est toujours vivant. Il est encore plus vivant parce qu'il a laissé ses enfants, il a laissé ses fils. Moi qui vous parle, sous Thomas Sankara, je faisais partie de ce groupe de jeunes qu'on appelait les pionniers de la Révolution. Nous étions habillés avec le béret jaune et le foulard rouge et nous suivions la Révolution, les acteurs, nous suivions Thomas Sankara partout où il passe, partout où il pose des actes. Et nous, pionniers de l'époque, on nous enseignait ces valeurs-là. Et personnellement, je me bats au quotidien pour suivre ces valeurs, pour les défendre et pour les respecter. Et vous parliez à l'instant de l'impérialisme, de l'anti-impérialisme plutôt de Thomas Sankara. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui cet impérialisme et ce néocolonialisme qui était dénoncé par Thomas Sankara dès les années 80, oui, est-ce que cet impérialisme est toujours à l'œuvre aujourd'hui au Burkina? Mais il est toujours à l'œuvre et il a pris des formes variées. Il a pris des formes déguisées. Cet impérialisme tient aujourd'hui nos pays par la dette que Thomas Sankara dénonçait déjà. Les financements de la Banque mondiale et du FMI. C'est une forme d'impérialisme. On ne peut pas on ne peut pas rembourser la dette. On s'arrange pour que nous restions dans un cercle vicieux. Des générations et des générations vont se succéder, mais elles ne pourront jamais effacer la dette. Voilà. Et mieux, on encourage des chefs d'État corrompus qui détournent, des gouvernements qui détournent les deniers publics massivement. Voilà. Si on détourne les deniers publics massivement, on ne peut que s'endetter régulièrement, je dirais même au quotidien, pour le moindre petit besoin du pays et de la population. C'est dommage. C'est dommage. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle communauté internationale. C'est qui? C'est quoi? Mais la communauté internationale se résume. J'aurais bien voulu que la communauté internationale soit représentée exclusivement par l'ONU. Que l'ONU soit une structure vraiment indépendante et démocratique. Mais ce n'est pas le cas. Quand on parle de la communauté internationale, c'est généralement les États-Unis et leurs amis français, anglais, etc. C'est de l'hypocrisie, ce que ces gens font au niveau des relations internationales. Voilà. Ils défendent, soi-disant, des valeurs démocratiques quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils ferment les yeux, ils tournent le dos. C'est eux qui cautionnent les dictatures, c'est eux qui importent, qui exportent, si vous voulez, la guerre, la mort un peu partout dans le monde. C'est eux qui exportent les maladies. On vous parlera d'Ebola, le virus d'Ebola. Ce n'est pas tombé du ciel.
C'est venu d'où? Mais c'est eux qui ont les grands laboratoires de recherche, c'est eux qui cultivent les bactéries et les virus. Ils les répandent partout où ils veulent. Voilà, c'est eux qui exportent la guerre. Quand il y a leurs intérêts, quand il y a du pétrole à puiser, quand il y a de l'or, quand il y a de l'uranium. Voilà. La géopolitique internationale, c'est eux qui déterminent cela. C'est ça l'impérialisme. Prenez le cas du Burkina Faso. Lorsqu'on a adopté le nouveau code électoral, mais l'ambassadeur des États-Unis, la représentation de l'Union européenne se sont précipités pour dire que c'est de l'exclusion. La France, de façon sournoise, a joué sur la diplomatie pour dire que c'est de l'exclusion. Mais l'histoire est là. L'histoire est là. Quand vous prenez la Révolution française de 1789, quel sort les révolutionnaires ont réservé au roi et à ses proches? Qu'est-ce qui a été fait avant la proclamation des droits du citoyen français, les droits de l'homme et du citoyen français? Mais les révolutionnaires ont procédé à de l'exclusion. Ils n'ont pas fait de cadeau à ceux qui sont venus trouver au pouvoir. Mais 1789, c'est encore loin. Mais revenons à 1944, la libération de Paris, la Deuxième Guerre mondiale. Quel sort on a réservé aux collaborateurs? Ce qu'on appelait collaborateurs là, en France, le régime de Vichy, de Pétain. Mais des gens ont été exécutés publiquement, par pendaison, par fusillade. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même certains de leurs descendants qui ont préféré même changer d'identité pour qu'on ne dise pas que c'est le fils ou le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'un collaborateur. C'est de l'exclusion. Des gens ont été frappés d'indignité politique. Mais nous, au Burkina, nous avons un sens élevé du respect de la vie. Le 30 octobre, lorsque nous avons pris l'Assemblée nationale, mais on a aidé même des députés du parti au pouvoir, de l'ex-parti au pouvoir, à franchir le mur de l'Assemblée nationale, à fuir. Parce que nous craignons que dans la foule, il y ait des débordements, que sur le champ, on veut attenter à leur vie. Je suis surpris qu'aujourd'hui, ceux-là même qu'on a aidés à fuir l'Assemblée nationale le 30 octobre ne fassent pas de témoignages pour éclairer l'opinion. Le nouveau code électoral n'a fait que dire clairement que c'est ceux qui ont déclaré officiellement qu'il fallait réviser l'article 37 pour permettre à Blaise Compaoré de rester au pouvoir. Ça ne vise que ces personnes. Et je dis, le 30 octobre, lorsque nous avons pris l'Assemblée nationale, on avait la possibilité et toute la latitude de prendre les députés du parti au pouvoir, là, ceux qu'on a trouvés sur place, de les traîner à la place de la révolution et de les exécuter publiquement. Ça allait être une exclusion définitive. Sankara a été exclu définitivement. Par qui? Mais par Blaise et ses partisans. Norbert Zongo a été exclu définitivement. Par qui? Encore par Blaise et ses partisans. La liste est longue. La liste est longue. On n'a pas dit que le parti politique de Blaise Compaoré, de l'ex-majorité, est exclu des compétitions. On a dit que c'est des individus qui ont brillé par leur arrogance, en insultant le peuple, en clamant haut et fort qu'ils vont réviser l'article 37, que ça plaise ou pas, ils vont réviser l'article 37. Mais ces gens n'ont même pas de morale. Ces gens n'ont pas de morale. Un peu de morale, ils ne devaient même pas poser cette revendication-là. Voilà. Moi, quelque part, j'ai mal de cette... C'est même pas quelque part, j'ai franchement mal de cette hypocrisie de l'Occident et de cette soi-disant communauté internationale. Il a fallu encore que la société civile se mobilise et que la population se mobilise pour que l'ambassadeur américain revienne sur ses propos en disant que la loi est votée, c'est fini. Qu'il ne veut pas d'amalgame, il tient à préciser que ils sont respectueux des lois au Burkina, la loi est votée, c'est fini. Comment comprendre ce double discours, ce double langage? Les mêmes hier, le même ambassadeur qui hier disait à Blaise Compaoré qu'il ne faut pas qu'il revise l'article 37, il s'était même une fois exprimé en langue nationale ici, Moré, en disant qu'il n'y aura pas de lenga. Le lenga, en Moré, en français, ça veut dire un bonus. Le lenga, ça veut dire bonus. Le lenga présidentiel. Le lenga présidentiel. L'ambassadeur américain a dit il n'y aura pas de lenga. Voilà. Et c'était à l'occasion de l'évaluation et de la fin du projet Millennium Account, un projet financé par les Américains qui était arrivé à sa fin.
Et l'ambassadeur américain avait paraphrasé en disant, en ce qui concerne ce projet, il n'y aura pas un lenga. Mais nous savions qu'il faisait allusion au lenga présidentiel. Voilà. Et ce même ambassadeur-là qui a vécu avec nous, quelque part, nos misères, qui ne sait pas tenir un discours cohérent et rigoureux vis-à-vis de l'ancien régime, c'est déplorable. Et il a fallu que l'ambassadeur américain parle et que aussi celui de l'Union européenne parle pour que le CDP, l'ex-parti au pouvoir, retrouve du poil de la bête. Voilà, c'est ça. Quelque part, c'est comme si on était jaloux de la révolution, de l'insurrection burkinabé. Nous sommes en train de réaliser quelque chose de grand. Nous sommes en train de réaliser quelque chose de grand. Qui l'eût cru qu'en 48 heures, on se débarrasse d'un pion essentiel de la France-Afrique comme Blaise Compaoré et qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas dans la guerre civile. Et qu'aujourd'hui, nous nous battions pour tracer le nouveau chemin. Qui l'eût cru? Quelque part, ça peut faire des jaloux. Hein? Ça peut faire des jaloux. Comment un petit pays de rien du tout réussit cet exploit-là. Voilà. Et quand on sait justement que c'est la France qui a mis tous les moyens nécessaires pour exfiltrer Blaise Compaoré afin qu'il se réfugie en Côte d'Ivoire et qu'il échappe finalement à la justice de son pays, oui. Est-ce que ça c'est un signe que la France-Afrique a encore beaucoup de poids aujourd'hui? Oui, la France-Afrique a encore beaucoup de poids. Et la France, elle est restée reconnaissante vis-à-vis de Compaoré. Compaoré a été leur pion, il est toujours leur pion, tant qu'il vivrait, il sera toujours le pion de la France. Voilà. La France n'a pas voulu se montrer ingrat. Voilà. S'ils l'ont exfiltré, c'est parce qu'ils considèrent que c'est un monsieur qui peut toujours jouer un rôle dans la France-Afrique. Et vous voyez que Blaise Compaoré, il entretient un réseau d'islamistes qui l'écoutent. Et par ce réseau, quand il y a des prises d'otages, il passe par ces réseaux pour les libérer. Qui sait demain si on ne va pas arrêter encore, on ne va pas kidnapper, enlever un Français, un Italien, un Espagnol. Et Blaise Compaoré est encore là, il peut toujours intervenir pour leur libération. C'est comme ça que ça se passe. Et il ne faut pas oublier que des présidents comme Blaise Compaoré qui ont fait 27 ans au pouvoir sont vachement riches et que c'est des gens qui financent les hommes politiques français, c'est connu. C'est eux qui sont derrière avec des financements occultes, qui entretiennent les hommes politiques français, qui, on le sait, c'est des gens pauvres financièrement et économiquement, c'est des pauvres types. C'est les chefs d'État africains qui les entretiennent. Ça, c'est connu. C'est connu. Et alors, Blaise est parti, mais d'autres restent du même régime qui ont certainement du sang sur les mains. Aujourd'hui, quelle confiance on peut faire au gouvernement en sachant que le numéro 1 des RSP, Gilbert Diendéré, est toujours présent, que ex-lieutenant-colonel Zida est devenu Premier ministre, lui qui avait quand même une haute responsabilité au sein du RSP, et que Michel Kafondo, l'actuel président du Faso, était un grand diplomate sous Blaise Compaoré. Quelle confiance le peuple burkinabé peut avoir dans ce gouvernement pour assurer la transition politique? Bon, pour dire les choses clairement, le peuple burkinabé n'a pas confiance à l'équipe dirigeante actuelle. Personnellement, je n'ai pas confiance à l'équipe dirigeante actuelle. Et moi, je ne compte pas sur l'actuelle équipe dirigeante pour demander véritablement des comptes à des personnes qui ont du sang sur les mains, sur les doigts, comme Gilbert Diendéré. Et tant que la transition sera là, je pense que Diendéré ne sera pas aussi inquiété que ça. Et ce qui peut faire bouger les choses, c'est au niveau de la société civile. Si nous restons unis et soudés et continuons à mettre la pression, nous savons que tôt ou tard, on va finir par avoir le dernier mot. Et je pense que le RSP même doit se convaincre qu'il vit ses dernières heures. En fait, nous n'avons pas demandé la disparition du RSP en tant que des militaires de l'armée burkinabé, mais en tant que corps garde prétorienne qui siège au niveau du palais présidentiel. Ils n'ont pas leur place là-bas, ce sont des miliciens. C'est des militaires, des jeunes qui ont été recrutés à la régulière. Mais nous voulons qu'ils rejoignent les casernes régulières, qu'ils ne soient pas là au service d'un homme et de sa famille et de ses proches.